Bonjour, les monstres radiologiques, le top 15. Alors ce concept de monstre radiologique dont je revendique la paternité m'est apparu lorsque j'étudiais un cas particulier et j'étais tombé sur un radionuclide qui vraiment m'a sauté aux yeux de par, je dirais, son caractère dosant. Donc je vous dirai, il est bien entendu dans le top 15, hein, je vous dirai à quel moment donc ce concept m'est apparu. Et depuis, j'ai cherché un petit peu de tels radionucléides qui étaient vraiment particuliers. Alors, je vais vous en présenter donc 15 que j'aurais choisi parmi plus de 1500, suivant les critères suivants. Tout d'abord, effectivement, un caractère dosant élevé en exposition externe gamma et X seulement. Donc j'exclus tout ce qui est exposition interne, dose bêta, etc. Voilà. Et puis ensuite, le caractère prédominant en termes d'utilisation et de présence. Alors, présence souhaitée ou non dans le milieu industriel ou médical. Alors, quand je dis souhaité ou non, ça veut dire que ça peut être des radionucléides qui seraient certes des monstres radiologiques très dosants, mais qui seraient nos amis, notamment dans le milieu médical, bien entendu, ou pas. Voilà. Ou parfois les deux. Voilà. Alors bien entendu, c'est un classement qui est en soi objectif puisqu'il sera la classification prenant en compte le caractère dosant, donc ça c'est un caractère objectif. Par contre, il est loin d'être exhaustif. Donc si vous connaissez d'autres radionucléides qui apparaissent suivant ces deux critères-là, effectivement, je suis preneur, contactez-moi et puis on en reparlera. Voilà. Alors, tout d'abord, le caractère dosant, pour avoir, je dirais, ce classement objectif, je vais m'appuyer sur ce concept d'indice de dose gamma. Alors, c'est quoi ce concept? C'est si vous prenez une table d'émission gamma pour un radionucléide donné, donc des énergies associées à des intensités. Donc, l'intensité, je rappelle, c'est le nombre de photons émis pour cent des intégrations à une énergie donnée. Donc, à partir de cette table d'émission gamma, eh bien, on peut former la quantité qui sera la somme pondérée des énergies, donc la somme des énergies pondérée par les intensités. Donc c'est ce que j'appelle l'indice de dose. Cette grandeur, elle a une unité, c'est de l'énergie, ce sont des keV, et en fait, ça n'a rien d'autre que l'énergie émise en gamma, sous forme de photons gamma, pour une désintégration. Voilà. Si on se rappelle que la dose est au premier ordre proportionnelle à l'énergie des photons gamma, on comprend que cet indice de dose sera corrélé à un débit de dose donné. Voilà. Alors, cet indice, pour ma part, je le connais pour 1594 radionucléides, à partir d'une base de données ENDFB. Alors, donc je vais en prendre 15 sur 15 000, donc c'est loin d'être exhaustif, bien entendu. Et pour ce que j'en sais, on connaît actuellement plus de 3000 radionucléides. Donc voilà, il y a peut-être d'autres bases de données qui donneraient un classement différent. Là encore, si vous avez connaissance d'autres monstres radiologiques, je suis preneur. Voilà. Alors, un petit exemple d'indice de dose, si on prend le manganèse 54 qui n'apparaît pas dans le top 15, il est hors concours, c'est un émetteur gamma monoénergétique, donc 835 keV à 100%. Donc le calcul est immédiat, son indice de dose c'est 835 keV. Donc on peut le montrer. Alors je vais utiliser, voici l'outil que je vais utiliser. Donc j'ai ici 1500 radionucléides avec des indices de dose et leur classement en fonction de cet indice de dose. Le premier, bien entendu, qui va apparaître dans le top 15, ça sera le champion du monde, je l'ai masqué, on verra ça en temps utile. Donc si vous faites le manganèse 54, effectivement, voilà, vous avez un indice de dose de 835 keV, avec un classement, il est 697e sur 1594, à titre d'exemple. Donc, je continue. Ce que l'on va faire, alors ce classement, ce top 15, on va aujourd'hui commencer par le 15e, le dernier, donc on verra quel radionucléide. On donnera cet indice de dose, son indice de dose, son classement absolu par rapport à cet indice de dose. On donnera aussi le débit d'équivalent de dose calculé à 1 mètre pour 1 gigabecquerel. Voilà, c'est en général une valeur de référence en radioprotection. On verra que ce classement devrait suivre le classement versus l'indice de dose. On calculera aussi le débit d'équivalent de dose, toujours à 1 mètre, toujours pour 1 gigabecquerel, mais avec un écran de 5 cm de plomb.
on verra que effectivement, en fonction de l'énergie des photons émises, eh bien, le classement pourra être modifié et on donnera le facteur d'atténuation pour ces 5 cm de plomb pour chaque radionuclide. Donc voilà, l'objectif, c'est de remplir ce tableau. Alors le premier, ou tout au moins le dernier de notre top 15, donc 15e sur 15, quel est ce monstre radiologique? Eh bien, et là encore, j'insiste, il y a un caractère un peu subjectif, c'est lié aussi à mes propres connaissances qui restent limitées, je ne connais pas tous les radionuclides de la création. Eh bien, c'est l'yttrium 90. Alors, l'yttrium 90, si on va chercher son indice de dose, il a un indice de dose de 8,8 10-4 keV, ce qui est faible, d'accord, et il est classé 1586e sur 1594. Donc il est tout à fait, il est en bas du classement, on peut aller le voir, si je fais donc l'yttrium 90, voilà, il est là, il est tout à fait en bas du classement, on peut aller le voir, il est en bas. Ici, on arrive, donc voilà, alors vous avez le dernier, c'est le fer 55, avec un indice de dose, il ne met vraiment pas grand chose, et vous avez ici, pas loin de la fin, le l'yttrium 90, d'accord. Bon, alors, première question, c'est pourquoi dans ces conditions-là, le mettre dans le top 15? Alors, premier, je vais revenir on va voir qu'il obéit aux deux critères, en fait. Premièrement, c'est un radionuclide que l'on utilise maintenant en médecine nucléaire, mais au travers de sa composante bêta, puisque là, bien entendu, on va charger des organes, des tumeurs avec des radionuclides, et en général, on utilise les particules chargées. Ici, les bêta. Donc voilà, alors l'yttrium 90, lui, il est utilisé dans ce qu'on appelle la radioembolisation ou radiothérapie interne sélective, et c'est notamment utilisé pour traiter des carcinomes hépatocellulaires, des cancers du foie. Alors l'objectif avec ce radionuclide, c'est d'apporter des doses supérieures à 100 Gray, voilà, c'est ce qu'il faut pour vraiment tuer de façon déterministe des cellules vivantes, malsaines mais vivantes. Et donc, pour ce faire, on utilise des activités qui sont de l'ordre du gigabecquerel, ce qui reste assez considérable. Donc, utilisation en médecine nucléaire. Et ensuite, est-ce que pour autant il est dosant? Est-ce qu'il mérite son classement? Eh bien, on va voir que c'est un acteur majeur en exposition externe avec les produits de fission. D'accord? Alors, pour ce faire, un petit outil. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai une petite liste ici de radionuclides que l'on trouve dans les produits de fission. Alors, il faut savoir que les produits de fission génèrent à l'origine, lorsqu'une fission se produit sur un grand nombre de fissions, eh bien, on va générer plus de 1800 radionuclides différents, d'accord? En général, émetteurs bêta-. Je reviendrai pour un autre radionuclide. Voilà, donc on a un très grand nombre de radionuclides dans les produits de fission. Ici, c'est un tout petit extrait de l'ensemble de ces radionuclides créés lors de la fission. Ce sont, après un certain temps de refroidissement, donc on élimine les périodes ultra courtes, les périodes très courtes, et on se retrouve avec des radionuclides qui ont des périodes significatives, avec des activités qui sont considérables dans ces produits de fission. Alors, on a ici l'yttrium 90, dans un CSDV, un conteneur solide de déchets vitrifiés qui sont faits à La Hague, eh bien on trouve 608 grammes, ce qui correspond à une activité de 3 10 puissance 15 becquerel, ce qui est considérable, c'est 3 pétabecquerels. L'activité la plus élevée, ça reste le césium-137, 6220 grammes, avec une activité de 2 10 puissance 16 becquerel, 20 pétabecquerels, c'est gigantesque, d'accord? Voilà. Donc, premièrement, une très forte activité, ça c'est clair. Ensuite, si on analyse par radionucléide la contribution relative de chaque radionuclide à la dose totale. Alors, sans protection de plomb, avec une durée de refroidissement de 0. Voilà, ici. Eh bien, on trouve que le plus dosant, c'est effectivement, dans un premier temps, c'est le césium-137.
D'accord? Maintenant, regardez ce qui se passe si on met un écran, si on met un écran de plomb. Ça va aller mieux. Voilà. Si on met un écran de plomb, que l'on augmente, vous voyez que le classement, alors la dose va baisser, bien sûr, hein, mais ce qu'on voit, c'est que ce classement relatif qui est normalisé à 100%, hein, hein, donc eh bien, on voit que le classement va évoluer, on voit que le césium 137 s'efface, et on voit apparaître par exemple le cobalt 60 et le cousin du césium 137, le césium 134. Hein, voilà. Donc si on continue, alors l'yttrium il est ici, je l'ai mis en rouge, hein, pour l'instant il est tout petit, il est un peu au fond de la classe. Hein, voilà. Donc si on continue à augmenter l'épaisseur de plomb, ben on voit que le classement se modifie. Tout ça, c'est fonction bien sûr du spectre en énergie de ces différents radionuclides, hein, qui sont plus ou moins filtrés par le plomb. Hein, on voit apparaître le cérium 144, là, qui a une bonne tête de gagnant, là aussi. Hein. Bon, je vais aller jusqu'à 30 cm de plomb. Il faut savoir qu'autour de ces conteneurs solides de déchets vitrifiés, les protections, il y a énormément de béton, bien sûr, ils sont enchâssés dans des blocs de béton, et puis il y a du plomb. Enfin, bon, hein, compte tenu des activités, il faut des protections significatives. Voilà. Donc pour l'instant, ben après 30 cm de plomb, c'est le cérium 144 qui mène la danse. Hein, le césium 137, vous voyez, il a disparu, hein, il ne joue plus. Et l'yttrium 90, ben, il n'est toujours pas là. Maintenant, on va faire refroidir tout ça. Hein, ce que j'appelle une soupe infernale, et vous allez voir que là encore le classement va se modifier, voilà, 2 ans, 3 ans, vous voyez, et l'yttrium, là, on commence à le voir, hein, il commence à sortir le bout du nez, et si l'on insiste, alors là on a toujours le cobalt 60, hein, qui est un bon gagnant, hein. On a l'europium 154 aussi, par exemple, voilà, qui à un moment donné va mener la danse, hein. Et on voit que tranquillement, l'yttrium 90, voilà, 19 ans, 20 ans, l'yttrium 90, de par sa période, eh bien, va mener la danse. Hein, voilà, si on continue, et le temps ne cessera de s'écouler, là, on voit que c'est l'yttrium 90 qui va perdurer et qui va faire l'essentiel de la dose. Alors bien sûr, la dose, le débit dose, après, derrière 30 cm de plomb, et après... Avec 30 cm de plomb, vous voyez, on a une atténuation de 8, 10, moins 10. Et là, on est passé à 2, 10, moins 12. D'accord ? Mais il n'en demeure pas moins que c'est l'yttrium qui sera vraiment le premier de ces produits de fission. Voilà. Donc, à ce titre-là, effectivement, on peut dire qu'il mérite son classement, dans le top 15. Je vais maintenant, et je le ferai systématiquement pour tous les radionuclides que nous allons voir, on va regarder quelque chose qui est absolument fondamental lorsqu'on s'intéresse à un radionuclide, c'est le schéma de désintégration. Et je vais commencer par un schéma de désintégration que l'on trouvait dans les années 80, hein, avant Internet, voilà, et on pouvait trouver ces classeurs, ces tables de radionuclides qui étaient éditées par le laboratoire de métrologie des rayonnements ionisants, hein, le LMRI, qui est en fait l'ancêtre du LNHB, hein, le laboratoire national Henri Becquerel. C'est un laboratoire de métrologie primaire, dose et activité, hein, qui se trouve au CEA de Saclay. Voilà. Donc c'était des documents très précieux. Et ce que l'on trouve dans ces tables-là, dans ces années-là, voici le schéma des intégrations de l'yttrium 90. Alors, première remarque, hein, pour l'essentiel, on voit que c'est un émetteur bêta-, parce qu'on monte en Z, hein, ça on reconnaît, hein, sur les schémas, on part vers la droite, donc c'est du bêta-. La transition principale, alors moi c'est ce que j'appréciais avec ces schémas, c'est que les transitions principales étaient en très épais. Donc lorsqu'on voyait un schéma, on voyait directement l'essentiel. Hein. Donc, transition principale du fondamental du père au fondamental du fils. Donc là, on n'émet aucun gamma, aucun X. On a une petite transition, hein, nommée bêta 2, qui nous amène à un niveau excité de 1760 keV, d'accord ? Voilà. Alors, on pourrait penser avoir un gamma de 1760 keV, mais il n'en est rien parce que, alors, petite particularité, hein, c'est les spins, ce qu'on appelle les spins nucléaires, notés ici 0+ et 0+. Alors le spin d'un noyau, c'est son moment cinétique. Hein, voilà, c'est comme une toupie qui tourne.
Voilà. Et les moments cinétiques se conservent. Et les transitions d'un niveau de spin nucléaire donné à un autre niveau de spin nucléaire donné va obéir, sera plus ou moins facilité par la différence existant entre les spins. Voilà. Alors là, il n'y a pas de différence. Par contre, c'est 0 vers 0. Or, il se trouve que les photons gamma ont un spin égal à 1. Donc cette transition-là ne peut pas générer de photons gamma. Donc c'est une transition qui est totalement convertie. Avec un tout petit peu ici, on le remarque, hein, c'était déjà noté à l'époque. Moi, j'avais pas vraiment fait attention, vous allez comprendre pourquoi. Là, on a de la création de paires internes, hein, une création électron-positon, voilà, qui se fait lors de cette transition-là. Alors, lorsqu'on allait chercher les tables d'émission, eh bien, on trouvait bien la table d'émission électronique. Hein, on avait bien ici, d'ailleurs, la capture, la création de paires internes, hein, avec une énergie libérée, toute petite intensité, et l'on constate que la transition principale, c'est celle-ci, hein, qui a donc un Q bêta max de 2284 keV, hein, qui correspond en fait au Q bêta moins de la transition, avec une intensité de quasiment 100%. Voilà. Donc, ça émet des électrons, et il n'y avait aucune table d'émission gamma et X. Donc, à cette époque-là, l'indice de dose, c'était 0 keV. Voilà. Donc, on part de loin, hein, pour l'instant. Or, vous avez vu qu'on a quand même un indice de dose qui n'est pas nul, même s'il est faible. Alors, pourquoi? Tout d'abord, juste une remarque. Vous avez vu que si l'yttrium 90 est un bon gagnant chez les produits de fission, c'est parce qu'il perdure dans le temps, c'est parce qu'il a une période élevée. Or, si là je regarde son schéma de désintégration, il a une période très faible, 64 heures à peine. Donc il y a un problème. Et en fait, c'est pas l'yttrium tout seul qui joue, hein, c'est le couple strontium 90, yttrium 90. Voilà. Et le schéma de désintégration complet, il est là. Donc en fait, on a ce qui joue, ce qui fait le caractère dosant de l'yttrium 90, c'est parce qu'en fait, voilà, le strontium 90, lui, il a une période de 28 ans, d'accord, et l'yttrium est en équilibre séculaire quasiment immédiatement par rapport au strontium 90. Hein, donc, je dirais, c'est le strontium 90 qui force l'yttrium à avoir une période apparente, entre guillemets, équilibre séculaire de 28 ans. Hein, c'est ce qui va lui permettre de conserver son caractère dosant sur de très longues durées. Voilà. Donc ça, c'est important. On verra que cette configuration-là, on la retrouve avec d'autres produits de fission. J'y reviendrai pour un autre radionucléide. Je dis juste là maintenant, et vous comprendrez pourquoi. Cette configuration-là, elle est rendue possible parce qu'on a des radionucléides de nombre de masses paires. Voilà, c'est surprenant, mais c'est comme ça. D'accord ? Je vous expliquerai pourquoi. Donc ça, c'est le premier critère qui permet, c'est le critère qui permet de voir, de comprendre pourquoi l'yttrium 90 est prédominant dans les produits de fission. D'accord ? Voilà. Alors, je vais venir maintenant sur le schéma de désintégration de l'yttrium actualisé, et pour ça, on va aller faire un petit tour sur le site ce qu'on appelle le LaraWeb, qui est en fait le successeur de ces fameux classeurs du LMRI. Hein. Donc c'est un site qui est tenu à jour par le LNHB, hein, et sur lequel on va trouver beaucoup d'informations intéressantes. Voilà. Alors si on va aller chercher l'yttrium 90, alors je vais commencer, si vous voulez, par le strontium 90 rapidement. Hein, si je fais strontium 90, donc 90 SR, il faut vraiment respecter. Voilà. Hop. Je vais un petit peu zoomer, j'étais parti de loin. Voilà. Donc voilà, hein, donc l'yttrium 90, vous voyez, c'est un émetteur bêta moins pur. Ça n'a pas changé. Il n'a pas de table D, hein, no X and gamma emission. Ça c'est clair, il n'émet pas de gamma. Voilà, avec un Q bêta moins qui reste assez modeste, 545 F. C'est pas un gros émetteur, d'accord. Par contre, son fils, il est là, on va aller le voir de suite. Voilà, l'yttrium 90. Il a effectivement une table d'émission maintenant, gamma et X. On retrouve le 511 keV qui est lié à la création de paires internes. Je pense qu'à l'époque, il ne devait pas connaître l'intensité qui est très faible. Donc il doit être délicat à déterminer.
Donc ils auraient pu déjà à l'époque faire une table d'émission en 511, hein, donc on voit une intensité de 0,006%. Et, chose particulière, alors que j'ai passé des années à dire que le strontium yttrium 90 était un émetteur bêta pur, d'accord, ben, il se trouve que l'yttrium 90 émet un gamma de 2186 keV avec une intensité très très faible, hein, c'est du 10-8, hein, c'est 10-6%, c'est vraiment très très faible, hein, et on le voit, ce niveau d'excitation, il est là, d'accord, il a été mis en évidence, je suppose, dans les années, à partir de 2000, hein, je n'ai pas réussi à trouver dans la littérature l'article qui correspond à sa découverte, mais il faut reconnaître que ça reste un tour de force, je pense. Alors, ça n'a pas d'intérêt en radioprotection, hein. Les gens qui vont chercher des émissions aussi faibles, c'est vraiment des expériences de laboratoire, c'est pour faire de la physique fondamentale au niveau du noyau, hein, d'accord. Donc, je suppose que ça a dû demander des conditions très particulières, hein, voilà, donc le schéma, hein, il est là avec ce niveau excité. Hein, donc si on zoome, on voit une intensité très très faible, d'accord. Ça correspond à un gamma émis par seconde avec une source de 100 mégabecquerels, d'accord. Donc pour aller le mesurer, en plus on va le voir invariablement dans une ambiance malgré tout assez chargée, ça reste un tour de force. J'ai une petite hypothèse, alors je me suis dit, mais pourquoi ne l'a-t-on pas vu avant? Parce que de l'yttrium 90, on en rencontre beaucoup, notamment à la Hague, par exemple, hein, tout ce qui est produit de fission. Alors j'ai une hypothèse qui ne vaut rien, c'est que, je le dis un petit peu, voilà, c'est juste un petit peu d'humour, c'est que lorsque les gens font de la spectrogamma, et je pose toujours la question lorsque je fais des cours de spectrométrie gamma, les gens, la gamme en énergie, leur gamme de mesure, c'est de 0 à 2 MeV. Donc voilà, donc si tout le monde, si personne ne mesure au-delà de 2 MeV, ben ce gamma de 2186 keV, il est passé inaperçu pendant un certain temps. Ceci étant, je pense qu'il ne doit pas se voir simplement sur le spectrogamma standard, hein, voilà. Bon, ceci étant dit, maintenant si on va chercher les tables d'émission que l'on trouve, hein, sur un document PDF téléchargeable sur le site, eh bien on trouve les tables d'émission. On a bien les tables d'émission électrons, d'accord, on retrouve cette composante. C'est celle-là que l'on utilise en médecine nucléaire, hein, cette composante bêta de forte énergie. Et on trouve donc cette table d'émission qui nous donne cet indice de dose de 8-10-4 keV, d'accord. Alors, ceci étant dit, si on calcule un débit dose ici, alors on fera toujours des calculs en source ponctuelle, hein, si on prend l'yttrium 90 avec, je vous l'ai dit, on fera toujours des calculs avec 1 giga, 1 E9, voilà, à 1 mètre. Le débit dose, c'est 6,9 nanosievert. Donc ça reste vraiment très très faible, hein. C'est pas ça qui permet de le classer dans le top 15 a priori. C'est pas uniquement ça en tous les cas. Voilà, alors revenons. Voilà, je reviens ici. La réponse au mystère. Pourquoi, malgré, alors ok, il émet quelques gamma et du 511 keV d'annihilation. Alors pourquoi est-ce que malgré tout il mérite sa place dans le top 15 malgré un indice de dose aussi faible? La réponse, vous devez la connaître sans doute, c'est le rayonnement de freinage, d'accord, le fameux Brunstrom, qui est lié pour l'essentiel à cette composante bêta de forte énergie, hein, avec de forte énergie maximale, 2278 keV, avec une intensité de 100%. D'accord. Alors, je vous rappelle que les émissions bêta, ce sont des spectres continus, de 0 jusqu'à une énergie maximale. Et il faut savoir que eh bien, ça va générer un spectre de rayonnement de freinage, donc des X de freinage, qui iront de 0, là encore, jusqu'à l'énergie maximale des électrons émis, c'est-à-dire qu'on aura des X qui de l'ordre de 2 MeV. Voilà. Là, on commence à comprendre pourquoi ce l'yttrium 90 est dans le top 15. Voilà. Voilà. Alors, je vous propose de visualiser ce rayonnement de freinage
avec Rexpert. Je rappelle que le rayonnement de freinage, c'est une propriété fondamentale en physique qui veut que lorsqu'on accélère, notamment lorsqu'on décélère un électron, eh bien, il va émettre un rayonnement électromagnétique. Et dans le domaine des énergies où l'on se trouve, eh bien, ce sera des X. Voilà. Et alors, quand on dit X, ça ne veut pas dire que ce sont des faibles énergies. Si vous envoyez des électrons de 1 GeV dans de la matière, vous générerez des X jusqu'à 1 GeV. D'accord, voilà. C'est ce qu'on utilise actuellement, notamment avec les accélérateurs dans les hôpitaux, où on utilise des électrons qui vont pour l'instant, jusqu'à 10 MeV, 20 MeV, pardon, et on fait des X de freinage qui vont jusqu'à 20 MeV, voilà, pour la radiothérapie. Alors là ici, j'ai modélisé avec Rexpert, donc code de Monte-Carlo, hein, ce que j'appelle la Rolls des codes Monte-Carlo. Là, j'ai ma petite source quasi ponctuelle d'yttrium 90. Ici, un écran de plomb. C'est un écran, pardon, j'ai mis de l'uranium, j'ai mis 1 mm, 1,2 plus précisément, c'est le parcours maximal des électrons de plus forte énergie du spectre, d'accord, et puis là un détecteur ou un dosimètre. Et on va faire donc un petit tracking, on va générer des électrons qui vont attaquer l'écran ici. Alors, avec Rexpert, les électrons sont rouges. Donc c'est parti. Donc voilà le résultat. Donc vous avez ici en rouge tous les électrons. Alors on voit qu'en face arrière, ben, ils partent en ligne droite. Alors ils disparaissent, hein, parce que le calcul ne les prend plus en compte, hein, ils s'éloignent de notre dosimètre. Et on voit que derrière notre écran d'uranium, eh bien, on n'a plus d'électrons qui traversent. Hein. Les électrons qui sont là, c'est uniquement une histoire de perspective, hein, mais aucun électron ne traverse l'écran, ils sont tous arrêtés. Et par contre, on a ce rayonnement ici, symbolisé avec des traits jaunes. Eh bien, ce rayonnement, c'est le rayonnement de freinage. Voilà, d'accord. Donc, c'est la raison qui fait que, on va le voir, que l'yttrium 90 est très dosant. Enfin, très dosant, notamment avec des fortes activités. D'accord. Voilà, je reviens ici. Alors, le spectre des rayonnements de freinage, je l'ai dit, c'est un spectre continu. Alors, nous, sous Dosimex, voici un spectre calculé sous Dosimex. Hein, donc, c'est un spectre qui est continu, que l'on discrétise, hein, pour pouvoir le prendre en compte dans les calculs. Alors, avec Dosimex, je précise, on a ici une option qui permet de faire un calcul. Alors, tiens, regardez, je vais le faire, hein, tout simplement. Je vais prendre l'yttrium 90 et non pas le strontium. Alors, si on fait un calcul avec le strontium 90, il ne crache pas grand-chose. Je vais rentrer 1 gigabecquerel, 1 E9. Je vais mettre comme absorbant de l'uranium, avec ici l'épaisseur minimale pour être certain que tous les électrons, aucun électron ne sort, hein, ce qui correspond à ce schéma-là. Donc, je dirais, ils donnent tout leur jus pour faire des X de freinage. On va calculer à 1 mètre de distance. Et donc, on va lancer le calcul. Hein. Donc, c'est un calcul. On prend en compte le caractère continu des électrons, qu'on découpe en bandes. Pour chaque bande, on calcule, on génère le spectre X, qui lui aussi est un spectre continu, etc. Et donc, ça donne un spectre continu en X. Et pour qu'on découpe à nouveau en énergie pour calculer un débit dose qui est un débit dose X. Voilà. Et l'on obtient, alors je vous rappelle qu'on avait, avec cette activité-là, en gamma pur, je dirais, on avait 6 nanosieverts par heure à 1 mètre, et là on se rend compte que l'on a 5,71 microsieverts par heure. Donc vous voyez que c'est bien le rayonnement de freinage qui va faire l'essentiel et de beaucoup la dose avec l'yttrium 90, avec comme absorbant l'uranium. Hein, on fera d'autres calculs. Alors, ce spectre, on l'a rajouté dans la table d'émission. Hein, on a le spectre de l'yttrium 90 sans rayonnement de freinage, et on a fait un spectre avec rayonnement de freinage dans l'uranium. Donc vous voyez la différence. Hein. Voilà, on a
notamment au niveau des intensités. Hein. Les énergies, c'est du même ordre de grandeur, là, c'est de même, d'accord, mais les intensités sont beaucoup plus significatives. Alors, on l'a fait pour... on peut faire un petit calcul. Hein. Si on fait tout simplement... voilà comment ça se passe. Toujours en source ponctuelle. Donc, je reprends l'yttrium 90. Avec... on va prendre 1 giga. On va prendre... Alors, quand on va chercher l'yttrium dans la table d'émission, on trouve ici, après l'yttrium 90, ben on a rajouté des tables d'émission en prenant en compte le rayonnement de freinage dans l'eau. Ça, c'est pour l'utilisation dans le médical. Dans le verre, ça, c'est pour les conteneurs solides de déchets vitrifiés. Et dans l'uranium, c'est dans les produits de fission. Donc là, si on prend en compte le rayonnement de freinage dans l'uranium, pour une même activité, 1 giga, on valide. Donc là, vous avez la table d'émission qui a été rajoutée. Et si on fait un calcul, en source ponctuelle, c'est rapide, et bien on constate, on retrouve les 5,73 microsieverts avec ici, bon, la petite différence, mais l'essentiel, c'est que le l'yttrium 90 tout seul, avec son 511 keV, fait uniquement 0,12% de la dose, et c'est bien le rayonnement de freinage qui fait 99,88% de la dose. D'accord? Donc, voilà. Alors, ça, ce calcul-là, je l'ai fait pour les 3 types de rayonnement de freinage que l'on a implémenté. Hein, si je reviens ici. Voilà. Si on le fait, si on compare donc l'yttrium 90 seul, voilà, il fait la même activité, il fait cette dose-là. Dans l'eau, dans l'eau, on a 6,8%. Dans le verre, ça monte un petit peu. Alors, il faut savoir que quand on monte en Z, en numéro atomique, ben, le spectre reste le même, mais c'est l'intensité qui augmente en proportion du Z du matériau, du numéro atomique. Et dans l'uranium, on a 79%. Donc, vous voyez, pour l'uranium, on a un facteur quasiment 800, 796, par rapport à l'yttrium sans rayonnement de freinage. Hein, donc, c'est vraiment prédominant. D'accord ? Voilà. Bon, ça, on va zapper. Alors, si on reprend l'indice de dose et le classement de l'yttrium 90 tout seul, on a vu qu'il était très faible, cet indice de dose. Hein, d'accord, donc c'était un bonnet d'âne. Si on prend en compte le rayonnement de freinage, on monte à 36 keV avec un classement de 1357 sur 1594. C'est encore pas terrible, hein, si on se base uniquement sur l'indice de dose. D'accord? Voilà, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore un champion. Par contre, si on prend en compte d'une part les fortes activités, puis ensuite notamment les énergies, hein, là effectivement ça le muscle, là, notre yttrium 90. D'accord? Voilà. Et donc, comme je disais, c'est aussi le fait que l'on ait un spectre gamma de fortes énergies. Hein. Alors, je vais faire un petit calcul, par exemple, pour montrer cet effet-là. Hein, en médecine nucléaire, on utilise du technétium 99M et aussi de l'yttrium 90, entre autres radionucléides. Alors, si on fait une petite comparaison, là, si on compare, alors toujours en source ponctuelle, hein, pour aller vite, on peut faire une petite comparaison. Si on prend la même activité du technétium 99M, donc 1 gigabecquerel, et de l'yttrium 90 en prenant du rayonnement de freinage dans l'eau, hein, puisque là, ça sera dans une solution, dans une solution saline, donc même activité. Alors, on peut faire le calcul en prenant un cylindre, en modélisant un cylindre, mais le calcul est un petit peu long, donc là ça va très vite, et puis on a uniquement le classement ici sur les sources ponctuelles. Hein, voilà. Donc on valide, et là on se rend compte que eh bien, le technétium fait 97% de la dose. D'accord? Donc, parce qu'il a un 141 keV, mais c'est une faible énergie, mais une intensité élevée. Donc, c'est cette composante-là, gamma, qui fait, pour les deux, l'essentiel de la dose. Par contre,
Maintenant, on pourrait dire sur le plan de la radioprotection, c'est négligeable. Si on prend une protection que l'on utilise notamment avec les protèges seringues, hein, ne serait-ce que 1 mm de tungstène, donc 0,1, là, si on relance le calcul dans ces conditions-là, eh bien les choses s'inversent, hein, on le voit, enfin, s'inverse pas encore, hein, on voit que le technétium est à 63% maintenant et l'yttrium remonte. Hein. Si on prend des... Alors, si on prend maintenant par exemple 2 mm de tungstène, on ne va pas changer, hein, si on prend 2 mm de tungstène, eh bien là on voit que c'est l'yttrium 90 qui fait l'essentiel de la dose. Donc c'est lui qui posera un problème, hein, qui nécessitera éventuellement des écrans plus épais. Pourquoi? Ben parce que on le voit, hein, l'atténuation est, hein, l'atténuation est moins forte pour ces gammas de forte énergie. Donc voilà. Hein. Bien, écoutez, je crois avoir fait le tour du problème. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'yttrium, qui était bien mal parti, mérite son classement dans le top 15 des monstres radiologiques. Voilà. Hein, rappelez-vous donc le rayonnement de freinage et cette configuration particulière strontium-yttrium. En fait, je devrais écrire le strontium-yttrium. C'est ce couple-là qui est diabolique. Hein, voilà. Donc, le classement top 15, la ligne du fond, l'yttrium 90, indice de dose 36 keV, classement absolu 1356. Alors, c'est l'indice de dose, voilà, hors rayonnement de freinage, hein, mais avec rayonnement de freinage dans l'uranium, pardon, qui nous donne un débit dose de 5,76 microsieverts par heure à 1 mètre, et avec une atténuation de 50, hein, derrière 5 cm de plomb. Voilà. Voilà, donc c'est une affaire à suivre et à bientôt pour le deuxième monstre radiologique. En vous remerciant.